Une dernière fois, le soleil s'est levé sur le Rio Cisnes. Au fond de l'hiver austral, nous avons touché le bout du monde. Tout près le Cap Horn, et puis le canal de Beagle, enfin le détroit de Magellan. Le but est atteint. Pour la première fois depuis des semaines, nous remontons vers le nord. 8 mois de voyage, 3 continents, 21 pays traversés. Nos voitures ne font plus de bruit. Un peu seules sur l'aéroport de Santiago. Philippe et Serge, Alain et Alexandre, Christine et Guylaine, Roland et Georges, Francis et Robert. Santiago, Buenos Aires, Rio de Janeiro, comme un film à l'envers. Et puis Paris, notre dernière étape, et nos premiers pas sur cette nouvelle planète. Instant émouvant car dans quelques minutes à peine, nous allons boucler notre 45e 1000 km. Nous sommes à 300 mètres à peine de l'esplanade du Trocadéro sur laquelle vous vous trouvez, Noël ma mère, en compagnie des grands invités d'aujourd'hui. Il y a simplement une seule chose que nous n'avions pas prévue, c'est de tomber en panne d'essence à quelques mètres seulement de vous. Alors j'espère trouver un peu de carburant au 5e ou 6e étage du siège d'Antenne 2 devant lequel nous nous trouvons pour le moment. Bonjour Didier. Monsieur Noël ma mère. On se fait la bise toujours après la moustache. Après 8 mois, toujours la moustache. Je vais vous en raconter une bien bonne. Toujours en forme. Nous sommes tombés en panne d'essence. C'est pas vrai. Devant le siège d'Antenne 2. Ça, c'est terrible. Vous avez réussi à remplir vos voitures, elles ont l'air en bon état après ce grand périple. Et, Les voitures, et oui. vos raiders ont l'air en pleine forme. Un peu fatigués quand même. 45 000 km déjà. 45 000 km, c'est énorme.
Alors, quel effet ça vous fait de vous retrouver parmi nous comme ça? Vous êtes pas Bah, un petit peu écoutez- déconnecté Si, complètement, nous marchons un peu à côté de... de vos souliers? Pas de nos baskets, mais de nos souliers. Et nous sommes surpris de retrouver la pluie. Nous pensions qu'il ferait beau, mais voilà. Et voilà, c'est comme ça à Paris. Mais de toute façon, vous voyez, la pluie s'est arrêtée quelques instants pour nous permettre à tous de vous accueillir. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de fidèles du Grand Raid. Vous étiez loin, vous ne pouviez pas le savoir. Mais vous savez qu'un petit peu partout en Europe, on vous regardait avec beaucoup, beaucoup d'attention et de fidélité. Il y a plein de jeunes filles qui sont un petit peu amoureuses de quelques-uns des raiders depuis le temps et qui sont venus là pour faire signer des autographes et pouvoir leur parler. Alors Didier, vous allez faire le plateau comme vous le faites d'habitude depuis le bout du monde. Cette fois, ce sera de Paris. Vous allez un petit peu... Curieusement, me remplacer. je vous entends très bien, Noël, aujourd'hui. Oui, c'est vrai. On a de la chance, ça marche bien. C'est mieux de la faire en chair en os. quand Oui, même. c'est bien, c'est bien. Bien. Alors vous allez nous présenter les sujets de la dernière semaine. C'est le moment le plus important puisque c'est celui qui va déterminer le classement général. Et c'est vrai qu'à la clé, il y a un très beau prix pour les gagnants. Et les écarts sont très, très Alors faibles les écarts aujourd'hui. sont très faibles. C'est la raison pour laquelle, Didier, vous connaissez mon sens de l'organisation. J'ai sorti un petit papier afin que l'on connaisse exactement, avant de commencer notre émission d'aujourd'hui, le classement général qui est très très serré. Alors c'est donc à la fin de la 28e semaine, RTL qui est toujours en tête, avec 3683 points, suivi de 19 points, simplement 19 points, par Radio-Canada. C'est extraordinaire. 3664 points, c'est quand même pas Arrivé mal. au bout de 30 semaines d'émission, à 19 points d'écart, je trouve que c'est vraiment C'est fabuleux. vrai, ça rappelle quelques grandes courses transatlantiques où la fin du périple se fait pratiquement au sprint. On pourra en parler tout à l'heure avec Olivier de Kersauzon, qui est un de nos grands témoins invités pour cette dernière émission. Suspense. Alors en troisième position, on trouve Télé Monte Carlo avec 3645 points. La Suisse romande, 3574 points, ce qui fait un écart de 71 points. Puis Antenne 2, 3561 points, 13 points d'écart avec la Suisse romande. Donc il va y avoir une grande partie, Didier, entre RTL et Radio-Canada, puis Télé Monte Carlo, parce qu'il y a quand même que 19 points d'écart entre les trois premiers. Je vais vous dire une chose, Noël, je n'aimerais pas être à la place des jurés aujourd'hui. Moi non plus, moi non plus. Alors ces jurés, d'ailleurs, ils se sont un petit peu cachés pour pouvoir commettre leur... Gilet leur pare-balles office. et... Gilet pare-balles. Bon, Didier, tu commences alors? On y va. Alors, on commence par l'ordre décroissant, c'est-à-dire que dans le classement général, c'est Antenne 2 qui est en dernière position. Les et illustres lanternes on va rouges. faire monter la pression. En Hein, c'est ce que saluant promet. d'abord Olivier de Kersauzon, un grand navigateur. Je crois que le film d'Antenne 2 va beaucoup intéresser Olivier aujourd'hui puisqu'il concerne la mer. Hein. C'est un film remarquable comme d'habitude, Georges Siciliano. Oui, bien sûr, d'autant plus qu'il a été tourné sur un bateau. Bon, en fait, ce film a été tourné sur le bateau qui nous menait de Punta Arenas à Port Williams. Ce sont les deux dernières villes tout au bout de l'Amérique latine. C'est donc la dernière ville, c'est la ville la plus australe du monde. Et ce sont des images qui sont accompagnées d'une chanson du groupe Téléphone, Certains appellent cela Un autre monde. un clip. Ouais, c'est un abus de langage, c'est un film musical, quoi. Bon, pardonnez les abus de langage. Le reportage présenté par Antenne 2 aujourd'hui, Un autre monde.
J'ai envie de poser une question à Olivier de Kersauzon, qui est l'auteur de Mémoire salée, c'est bien ça, Olivier? Alors, je crois savoir que c'est une région que vous avez connue, vous, la région que nous ont montré Roland et Georges dans leur film, que vous connaissez bien. Moi, je la connais de mer par 2 fois, en passant au sud du Cap Horn. Et à terre, j'étais descendu, mais du côté chilien, au-delà de Chiloé. J'étais chercher les Indiens à Calouf. Il y a longtemps de ça, c'était en 69, 70. Ça nous rajeunit pas, tout ça. Mais nous étions aussi du côté chilien. Enfin, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une région, une des plus belles du monde. Ah oui, les canaux de Patagonie, ouais. C'est vraiment un bel endroit. Puis tout ce qui est sud, à cause des couleurs, à cause de cette mer violente, des éclairages, qui est assez vachement émouvant. Cela vous a fait plaisir de revoir les images de Georges et de Roland? Moi, j'ai bien aimé les images du bateau, avec la musique. Roland, je crois que c'est un reportage qui va vous propulser au moins 3 places en avant. Sans aucun doute. Ouais. Voilà. Alors, nous allons maintenant enchaîner avec le deuxième reportage qui nous est présenté donc par les avant-derniers que sont Alexandre Beauchâté et Alain Margot, j'ai failli le dire, en compagnie de Fernand Gigon. Bonjour, nous sommes très heureux de vous revoir. Nous avions eu l'occasion de vous avoir comme grand témoin pour notre première émission en Chine. Mesdames et messieurs, l'instant est très grave. Vous allez aujourd'hui vivre la toute dernière aventure de Rakam Legume. Alain Margot. Oui. C'est grave ce qui se passe. Non, mais... Tu vas décevoir, là. Il y a beaucoup de fidèles. Le raid a commencé il y a 8 mois, Didier. Il y a eu 5 épisodes, il fallait que ça finisse. Et puis, 6 avec le dernier qui va passer aujourd'hui, quoi. Vous êtes prévenu. Oui, tu veux rajouter quelque chose? Simplement que je n'avais marre un peu de cette image de Rakam. Oui, mais les spectateurs n'en ont pas marre, apparemment. Ma foi, j'ai pris la décision, c'est fini. Alain Margot a pris la décision. Vous allez vivre la toute dernière aventure, le suicide de Rakam Legume. Fernand Gigon, qu'avez-vous pensé de cette fin tragique de Rakam Legume?
Eh bien, pour un suicidé, il se porte très bien. Et ça ne l'a pas empêché de revenir du bout du monde. Ces 2 rescapés du bout du monde m'ont paru en parfaite santé. D'une manière générale, est-ce que vous avez aimé les fictions que nous ont offertes les Suisses? Ça, c'est un autre problème. Il est difficile de s'exprimer à ce sujet parce qu'il faudrait la discuter à fond. Vous pouvez y aller, vous ne notez pas aujourd'hui les Suisses. Ah bon. Je veux dire par là que ces 2 garçons, mes compatriotes, m'ont paru un peu gênés lorsqu'il s'agissait d'affronter la réalité. Et ils ont peut-être préféré le rêve qu'ils ont en eux-mêmes, et ils ont préféré le traduire plutôt qu'affronter la réalité. C'est vrai, Alain, tu as été gêné? Non, je n'ai pas été gêné, mais c'est vrai que des fois, on n'a pas vraiment été jusqu'au bout des choses, quoi. Ça, c'est sûr. Pour des raisons que je ne connais pas, bien sûr. Mais ça m'a paru un peu curieux de faire de la fiction à 15 000 km d'ici, alors qu'il y avait tellement de choses à nous montrer, des larmes, des sourires, des enfants, des adultes, etc. Une dernière question, Alain Margot. On ne fait jamais mourir les héros. Est-ce que tu as l'intention quand même de te lancer, je ne sais pas moi, dans une bande dessinée ou dans des films de fiction, enfin essayer de nous donner le moindre petit espoir? Non, ça, je pense que de toute façon, j'ai envie de continuer de cette direction, mais pas forcément de la fiction, je pense. Plutôt des vidéoclips ou des choses de nos jours. Bon, nous aimons beaucoup cela en tout cas, et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver. Un dernier mot, Fernand? Oui, j'ai encore une petite question. Si vous étiez demain invité à refaire exactement le même voyage, est-ce que vous le feriez? Demain, après-demain, la semaine prochaine? Je le ferai, mais uniquement avec Didier. Et moi uniquement sans Alexandre Beauchâté. Voilà, nous enchaînons maintenant, merci, et j'espère que nous nous reverrons. Nous enchaînons maintenant avec l'équipage de Télé Monte Carlo, en saluant d'abord Stéphanie de Monaco. Bonjour, très très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Qu'avez-vous pensé de notre duo de choc? Je trouve qu'elles sont vraiment extraordinaires, je veux dire, elles ont beaucoup de courage et j'espère qu'elles vont vraiment très bien réussir et bien finir le Grand Raid. Alors, l'heure est au bilan avec Christine et Guylaine, qui présentent aujourd'hui. De toute façon, c'est toujours un travail d'équipe. Oui, bien sûr, on sait ça. Et puis, c'est un film, au bout de 8 mois de rêve, 8 mois de voyage, on avait envie de donner un petit peu nos sensations, nos impressions, nos sentiments. Et puis, c'est aussi une histoire d'amitié, parce que je crois que l'équipage TMC, ça a été quand même des films assez intimistes. Alors, on va vous présenter un film tout en sensations, comme diraient certains jurés. J'ai des frissons dans le dos. Bon, allons-y. Le dernier reportage présenté par l'équipage de Télé Monte Carlo, 8 mois de rêve. Il n'y a pas d'hôtel à Chipata, et puis impossible de dormir dans le bush, c'est trop dangereux la nuit. Impossible aussi de dormir sur le bord de la route, on se ferait agresser. On passe donc la nuit avec les Français, protégés par les 2 voitures garées juste devant la porte du poste de police. Par moments, quand on se croit bien, presque dans un coin de paradis, on aimerait ne plus avoir à bouger, rester assis sur une pierre, regarder passer les jours, accepter d'attendre chaque lendemain pour épuiser chaque jour. Les jours glissent entre nos doigts. Le soleil se lève, se couche, se relève et se recouche, sur la terre de feu comme sur le monde entier.
Dimanche 24 mars, Fort Nelson. 14h, on dit au revoir à Suzanne et Andy. On se serre la main, puis on se fait la bise. Mais nos regards trahissent des sentiments tellement plus profonds. Salut. Lundi 1er avril, San Francisco. Avec Leroy, Monty et Roxane, nous rions aux éclats toute la soirée. À 1h du matin, nous échangeons nos adresses, parlant d'une amitié sans fin. Salut. Jeudi 2 mai, Guayaquil. Encore un ami derrière moi, dans un coin du monde où je ne retournerai sûrement pas. Mercredi 5 juin, Buenos Aires. Sur un papier glissé sous ma porte, un petit mot est griffonné. Non te dire nunca adios, te dire hasta siempre. Salut, Mario. Aujourd'hui, nous avons parcouru les derniers kilomètres de cette grande bande sinueuse qui nous a amenés d'un bout à l'autre du monde. Sacrée planète, hier si grande et aujourd'hui si petite. Petite planète Terre si riche en couleurs, en musique, en images et en souvenirs. Jeudi 20 juin. Notre rêve est devenu action, et pourtant, il y a toujours un je ne sais quoi d'impalpable, de fluide dans cette vie. Décidément, notre vie et notre voyage garderont toujours une sous-dimension de rêve. En tout cas, j'ai toujours beaucoup de plaisir à revoir des images de ces 8 mois autour du monde. Qu'en avez-vous pensé, Stéphanie ? J'ai trouvé que le reportage était vraiment, plein de sensibilité, d'émotion, et ça a dû être difficile de résumer 8 mois en si peu de temps, et je crois qu'elles ont vraiment mis toutes leurs émotions dans ce film. Est-ce que c'est un bilan fermé, Christine, ou est-ce que nous pouvons espérer vous revoir un jour, quelque part, à la télévision ou... Écoute, nous... C'est horrible, les bilans. Nous, on n'aime pas faire les bilans. Si on pouvait repartir, on repartirait dans 2 secondes. Et puis je crois qu'on va essayer de se servir de cette expérience qu'on a acquis en 8 mois. Mais te dire quoi faire, on peut peut-être lancer un appel à tous ceux qui pourraient nous employer. Regardez bien, c'est un appel désespéré de Christine Demont. Alors ? Bon, tous ceux qui veulent nous employer, si vous voulez, nous sommes libres. Puis comme on s'entend bien, si vous voulez nous employer ensemble, surtout, je n'ai pas. Ah non. Bon, nous enchaînons maintenant avec les seconds au classement, l'équipage SRC, en disant bien le bonjour à Denise Bombardier. Bonjour. Très heureux que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Les Canadiens ont effectué une remontée assez spectaculaire, tout en discrétion au cours des dernières semaines. Et vous nous présentez quel style de reportage aujourd'hui, Francis ? Le raid pour nous se termine avec un voyage qui est dans un des endroits peut-être les plus désolés du monde, un voyage près des îles du Cap Horn. Mais c'est un film qui, moi, tout ce que je retiens de ce film-là, c'est que c'est un film sur l'amitié et que l'amitié, enfin, on peut la pousser, on peut aller très très loin avec ça et on peut faire des choses assez formidables. Bon, nous nous sommes tous retrouvés à Puerto Williams, la ville la plus australe du monde, au cours de la dernière émission. Il n'y avait que toi qui étais absent. Est-ce que tu peux nous donner quand même une explication ? Rends-nous des comptes un peu. Didier, tu vas être content. J'avais l'impression parfois que j'étais comme dans un roman de Jules Verne, parce que j'étais donc dans les mers du Sud, près de l'Antarctique, et il y avait un équipage, c'était vraiment des hommes, là... Moi, je trouve pas les mots aujourd'hui, mais vraiment, tu connais Jules Verne, c'était exactement ça. Bon, en tout cas, j'espère que les images seront plus fortes que les mots. Le tout dernier reportage présenté par l'équipage de Radio-Canada, Pas d'agonie en Patagonie. Depuis les conquistadors en 1520 jusqu'à nos jours, le nombre de naufrages dans la région est impressionnant. On l'estime à plus de 3000. Tout le monde ici est concerné par la disparition du Marvik. Mais en fait, ce n'en est qu'une de plus. Le Marvik devait rentrer au port il y a 10 jours. Depuis 2 semaines, sa radio est restée muette. 5 hommes se sont aventurés pour un voyage de pêche dans le labyrinthe des îles du Cap Horn.
Mon expérience de la région et le mauvais temps des 2 dernières semaines me rendent assez pessimiste quant aux chances de les retrouver vivants. D'après l'information que nous en avons, ils doivent être dans l'océan Pacifique, après le canal Cockburn, près de l'île Fouria. Dimanche. Le Fitzroy quitte Punta Arenas à destination de l'île Fouria. C'est la seule expédition qui se lance à la recherche du Marvik. L'initiative d'une poignée d'hommes qui connaissent tous de près les disparus. Ils en assument les frais, sans dette, quittent pour un temps leur travail, leur famille, et s'embarquent malgré ceux qui disent que c'est sans espoir. Pour O.C. Lewis, écrivain, l'amitié qu'il porte à Marcos l'appelle au-delà de tous ces obstacles. Il y a 6 ans, Essaïda épousait Marcos, le capitaine du Marvik. Marcos est un homme qui aime la pêche. Il adore être en mer. Il a construit lui-même le Marvik et il construit maintenant un autre bateau. Il veut fonder une petite entreprise de pêche et faire le transport de touristes vers Puerto Williams. Lundi. Les recherches ont déjà commencé pour Enrique, boulanger. Son frère de 20 ans travaille sur le Marvik. Cette région est la plus redoutable au monde, à cause de tous ses méandres et de sa géographie tourmentée. Elle est peu connue parce que sa carte est trop difficile à tracer. Mardi. José Luis croit apercevoir quelque chose. Mais la côte reste déserte. Le temps passe et l'inquiétude s'installe à bord. Je crois qu'il convient de se rappeler une observation de Charles Darwin, au siècle dernier, à son retour dans son pays. À son avis, c'étaient les eaux les plus dangereuses au monde, ce que tous les membres de son équipage ont confirmé. En après-midi, un message radio de Punta Arenas enjoint le Fitzroy de revenir le plus tôt possible. Une forte tempête s'annonce. Les risques sont grands. Nous ne savons pas si le Marvik a sombré ou non. Les bateaux des pêcheurs d'ici ne sont pas adaptés à ce genre de navigation. Mardi soir, le bateau à l'ancre. Les hommes devront prendre une décision. Les chances de rejoindre l'île Fouria semblent sérieusement compromises. Mon mari a beaucoup d'expérience en mer. C'est une personne qui a beaucoup de ressources. Il ne se laisse pas abattre facilement. Je crois en toutes les possibilités, sauf celle qu'il soit mort. Je n'ai pas le sentiment qu'il m'ait quitté. Mercredi matin, la tempête s'est levée. Le capitaine a mis le cap sur Punta Arenas. C'était son devoir de le faire. Maintenant, il n'est pas ici, il est disparu. J'espère. J'ai espoir qu'il va revenir. Il n'a pas chaviré. Il a eu des ennuis mécaniques seulement. Rien de tragique n'est arrivé. Il est encore en vie, il va revenir. Je l'attends maintenant, parce que je ne peux rien faire d'autre. Une enquête rondement menée par Francis Lévesque et qui a dû vous intéresser, Denise Bombardier, vous qui êtes journaliste. Justement, je trouve que sur le plan journalistique, c'est très, très bien fait parce qu'ils ont réussi en peu de temps, parce que c'est court, à maintenir le suspense jusqu'à la fin, parce que jusqu'à la fin, on regarde le film et on ne sait pas s'ils vont pas retrouver le bateau. Et ça, c'est une réussite, vraiment. Je voudrais également dire un petit bonjour à Diane Tell, qui a été une de nos grands témoins sur le Grand Rennes. Merci d'être venue avec nous, Diane. Vous savez que c'est une région, lorsque nous étions avec les autres candidats sur un autre bateau, où il se passe beaucoup de choses. Et nous aussi, nous sommes partis à la recherche de rescapés qui se sont perdus. C'est une région qui est assez dangereuse, finalement, pour les navigateurs. Est-ce que vous connaissiez ? Ben, je connais un petit peu parce que mon père fait beaucoup de voile et on s'intéresse beaucoup, on lit beaucoup sur ce sujet-là, mais je ne suis jamais allée encore. J'espère que si j'y vais, j'aurai pas de problème. Francis vous attend sur son bateau, en tout cas.
Merci d'être venu. Robert, le mot de la conclusion. Et moi aussi. Tu veux être sur le bateau avec Zantel également. À tout prix. Sacré Robert. Nous révélerons des choses une fois que le Grand Raid sera terminé. Et nous finissons avec les premiers, pardon. Serge Gorielli et Philippe Remakers, les illustres, et surtout Plastique Bertrand qui nous a rejoints ici. Est-ce que vous auriez aimé participer au Raid, Plastique ? Ah, j'adorerais faire ça, mais je crois qu'il y a un truc qui me dérange un peu, c'est le fait qu'ils sont 2 ou 3. Moi, je suis quelqu'un de solitaire. J'aurais voulu partir seul plutôt qu'avec toute une équipe. Surtout ces deux-là. Surtout ces deux-là, ils sont terribles. Et le trio, en fait, parce qu'ils sont 3. Il ne faut pas oublier Thierry Devilliers qui est là et qui a remplacé Serge Gorielli après son accident en Somalie pendant 3 mois. Thierry Devilliers qui a bien maintenu la place de premier au show. Alors, qui présente le reportage ? C'est un film qu'on a tourné dans l'extrême sud du continent américain. Ce sont 3 petites histoires en 3 volets, en 3 mouvements, qui sont des rythmes différents. C'est une forme un petit peu différente aussi à chaque fois. Le triptyque proposé par l'équipage d'RTL, Chronique. C'est une histoire qui me revient quelquefois à l'esprit. Une histoire de logique, entre une grenouille et un scorpion. Il était une fois un scorpion. Seul, dans le désert, il marchait, droit devant, depuis des jours et des jours. Et il avançait, sans problème. Quand au détour d'un rocher, un ruisseau apparut. Il lui fallait le traverser. C'était profond et aucun pont, aucun gué en vue. C'est alors qu'il vit une grenouille, non loin de là. Il s'approche et lui demande si elle accepterait de le prendre sur son dos. « Mais, répond-elle, si jamais je te prends sur mon dos, tu pourrais me piquer et me tuer. » Le scorpion sourit et dit « Réfléchis donc un peu. Si je te pique quand tu nages, je coule avec toi et je meurs aussi. Ce ne serait pas logique. » La grenouille acquiesce et prend le scorpion sur son dos. La traversée s'engage. Soudain, à mi-chemin, la grenouille perçoit une douleur dans son dos. « Aïe! Mais tu m'as piqué. Pourquoi ?»« Je sais, fit le scorpion. Nous allons mourir tous les deux. Ce que j'ai fait, ce n'est pas logique. C'est une histoire que j'aime bien, sans savoir pourquoi. » J'ai trouvé un oiseau mort au milieu d'un parking. Il n'y avait pas d'auto. L'oiseau était en parfaite condition, pas de traces de sang. Je ramenai l'oiseau à la maison et l'ai mis dans la glacière. Le jour suivant, moi et mon père demandions à tout le voisinage s'ils avaient déjà vu un oiseau pareil. Mais non. Nous l'avons amené chez un taxidermiste, mais lui ne put pas nous en dire plus long, bien que nous étions tous d'accord pour dire que c'était un oiseau marin, car il avait les pattes palmées. La théorie du taxidermiste était la suivante. L'oiseau devait survoler le parking et il se méprise sur le reflet du sol, croyant y voir un lac. D'après lui, l'oiseau s'écrasa sur la surface de pierre et se cassa le cou.
Mais cette explication que proposait le taxidermiste me sembla tellement ahurissante que je ne pus m'empêcher d'y penser pendant des jours. Je m'imaginais constamment à la place de cet oiseau, volant très haut, au-dessus du parking, et cherchant désespérément un lac. Pourquoi un oiseau comme celui-là volait-il à 1000 lieues de toute région où il y a des lacs? Comment un oiseau pouvait-il se perdre? Plastique, Bertrand, qu'en pensez-vous? Je trouve qu'ils ont un mérite fabuleux, c'est d'avoir ne pas avoir joué les touristes et d'avoir traité des thèmes tout à fait essentiels avec des moyens parfois très durs, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Je trouve que c'est très très fort. Le grand travelling qui finit sur l'oiseau mort, ça vous intéresse? En une séquence, c'est merveilleux, c'est du beau cinéma en plus. Et puis il y a des chansons, ça ne doit pas vous déplaire. Et puis il y a un côté fable aussi que j'aime bien. Voilà, c'était les toutes dernières images proposées par les raiders. Nous allons maintenant passer au moment important avec Noël Mamère, puisque les jurés vont avoir la redoutable tâche de noter pour la dernière fois. Et Dieu sait si cela est important, puisque les écarts sont très faibles, Noël Mamère. Vous risquez d'être éliminé, Noël. Peut-être. J'espère que j'arriverai à m'en sortir. Alors on va commencer cette notation qui aujourd'hui est un petit peu différente pour cette dernière émission, puisque c'est la procédure du vote bloqué, c'est-à-dire que chacun des jurés permanents va donner le total de ses notes pour les différentes équipes. Alors on commence par Bruno Albin, qui naturellement ne notera pas Antenne 2, il va continuer la procédure qu'il observait depuis le début du raid. Je ne noterai pas Antenne 2, mais je veux dire que je suis extrêmement frustré depuis le début du raid de ne pas noter Antenne 2. Sans blague. Sans blague. Et notamment depuis l'arrivée en Amérique latine, où ils ont produit des choses tout à fait remarquables, à mon modeste avis. Alors maintenant, voici mes notes. La SSR, 26 points. Télé Monte Carlo, 25 points. Le Canada, 32 points. Et RTL, 33 points. Juste un mot pour dire qu'à mon avis, Didier, ce n'est pas leur dernier reportage que nous avons vu aujourd'hui et qu'on en verra encore beaucoup d'autres. Nous espérons tous. Maintenant, Vincent Philippe pour la Suisse romande. La Suisse romande, alors je commence par Antenne 2, à qui je donne 25. La Suisse romande, je ne donne pas de notes, mais je suis très content de les voir rentrer vivants et en bonne forme. Je croyais que vous les aviez appris par cœur, vos résultats. Je les ai appris par cœur, voilà. c'est juste. Alors allez-y. Mais votre œil noir me disait que je devais sortir ma feuille. La lune suivante, c'était qui? C'était TMC, je donne 26. Ensuite, au petit Québécois, 31, parce que j'étais très très sensible à cette histoire de haute mer, et 31 également à l'équipe de RTL, qui a donné dans la finesse pour un beau film final. Bravo Vincent Philippe, il revient, il est sûr de revenir en 30e semaine, lui. Aucun problème, il a réussi à réciter ses notations par cœur. José Sacré pour Télé Monte Carlo. Oui, alors pour Antenne 2, 25 points. Pour la télévision suisse, 28. Pour Télé Monte Carlo, pour nos deux sacrées bonnes femmes, Guylaine, et pour Christine, toute notre admiration, puis aussi toutes nos tendresses, ainsi que de la part de tous mes camarades du jury. Voilà, pour nos amis canadiens, 31 points, et pour RTL Télévision, 35. Jean-Louis Boudou, prenez le micro pour nous indiquer vos notations. Alors pour Antenne 2, 23 points. Pour la SSR, 26 points. Pour Télé Monte Carlo, 27 points. Je ne note pas pour SRC, mais je dis quand même bravo à Francis et Robert. Et pour RTL, 36 points. Jean-Louis, tu as été le vainqueur, tu as participé à la course autour du monde, donc tu peux avoir un avis plus particulier que nos autres jurés permanents, puisque tu as travaillé dans les mêmes conditions que nos raiders. Quel est l'avis que tu peux donner? Quelle est la leçon que tu tires de ces 8 mois de raid? Seulement peut-être un mot, c'est que le retour est dur. Et là, c'est ce qu'ils vont vivre. Et je pense que pour Didier aussi et pour tous ceux qui ont participé au raid, je pense qu'il faut qu'ils retombent sur leurs pattes. Et c'est pas évident. Tu as distingué des futurs journalistes dans les équipes? Il y en a, mais c'est pas nécessairement une école de journalisme. C'est plus ouvert. Bien. Alors maintenant, Sophie Eke pour RTL Télévision. Une belle école de l'aventure en tout cas. Je l'ai vécue tout au long de ces 8 mois, depuis novembre 84. Pas une seule fois j'ai été absente. Mon cœur a battu bien fort, bien souvent.
Je ne pouvais pas noter RTL. J'avais envie de me battre avec mes camarades jurés de temps en temps quand ils étaient durs. En tout cas, bravo à tous. Vous nous avez fait vivre, à nous tous, une très belle aventure. Mes notes, Antenne 2, 24 points. Les amis suisses, 28 points. J'avais une tendresse particulière pour eux. Télé Monte Carlo, c'est les filles, bravo, 28. Et les Canadiens, 27 points, bien sûr, pour RTL. Je ne note pas, je leur fais une grosse bise. Alors Roger, c'est à vous qu'incombe ce difficile honneur de donner le résultat final. Le classement général, je vais le prendre à l'envers, de la même manière que vous ont été présentés les films. Antenne 2 garde la 5e place avec 97 points aujourd'hui, 97 points, 3658 en tout. En 4e position vient la Suisse romande qui a fait 108 points aujourd'hui, 3682 points au total. Non, les jeunes filles qui sont restées si longtemps secondes ne retrouvent pas leur seconde place. TMC garde la 3e place, 106 points aujourd'hui, 3751 points. Et c'est Radio-Canada qui garde la seconde place, 121 points aujourd'hui, 3785 points. Vous l'avez compris, donc il n'y a pas de retournement de dernière minute. La première place revient à l'équipage RTL, 135 points aujourd'hui, 3818 points. Bravo, bravo RTL. Vous allez maintenant assister à la remise des prix. Le premier prix est remis à l'équipage RTL par Joseph Pasteur, délégué du président d'Antenne 2. Tous mes compliments. Le premier prix d'une valeur de 80 000 francs va donc être partagé en 3 puisque vous êtes 3. Étant donné que Thierry Devillers a remplacé Serge Gorielli après son accident, et ce pendant 11 semaines. D'ailleurs, le règlement avait prévu cette disposition et cette situation, puisqu'il dit « Les sommes remportées par un équipage seront partagées entre les équipiers en fonction du nombre de points recueillis par l'équipage durant la période de participation de chaque équipier à l'épreuve. » Tout est clair. Alors, je n'ajouterai rien, si ce n'est que votre victoire apparaît à tous amplement méritée, puisque vous avez été en tête pendant 27 semaines sur les 29 qu'aura duré l'épreuve. Je vous dis donc bravo, mais avant de vous quitter, je voudrais vous poser une question. Quel est le moment le plus difficile que vous ayez traversé pendant cette épreuve, et quel est le meilleur souvenir que vous en gardez? Qui veut répondre? Bon, alors, le plus mauvais moment, il m'apparaît quand même être un petit accident que j'aurais pu avoir en Somalie. Mais le meilleur moment, j'ai envie de le créer maintenant parce que je voudrais quand même faire intervenir ici les monteurs qu'on n'a jamais vus et qui ont fait tout un boulot de travailleurs. Oui, alors on appelle Bernard Sassia et Arnaud Blin. Il faut absolument qu'ils viennent, qu'on les voie, parce que sans eux, ça aurait tout à fait été impossible de travailler sur le raid. Il y a d'une part, en fait, ce qu'on a filmé, et puis ce qu'ils ont monté, ça a été très très bien. Le second prix est remis à l'équipage Radio-Canada par Edgar Roy, directeur adjoint des programmes de la télévision suisse romande, et Robert Diligent, directeur de l'information à RTL Télévision. Robert Bourgoin, Francis Levesque. Robert et Francis, vous allez vous partager un prix de 20 000 francs français. Il récompense votre courage, votre patience et votre persévérance. Et moi, je voudrais vous dire non seulement un grand bravo, mais un grand merci pour la façon merveilleuse dont vous nous avez fait partager votre vie et vos aventures pendant 8 mois. Car vous ne le savez peut-être pas, mais nous avons éprouvé les mêmes sentiments que vous, nous avons eu les mêmes réactions, nous avons souffert, nous avons été apaisés, nous avons été joyeux, nous avons été tristes, nous avons été malheureux, nous avons été heureux avec vous, nous avons aussi râlé avec vous, et puis après nous nous sommes calmés. Vous avez été la plupart du temps enthousiasmant et toujours passionnant. Oui, mais voilà, maintenant
maintenant, vous allez retrouver le train-train de la vie quotidienne après le grand raid à travers le monde. Vous allez retrouver devant les petites courses en ville, puis ce chèque vous les rende plus agréables. Encore un grand bravo. Le règlement du raid prévoit un prix pour la meilleure participation au récit des étapes. Ce prix va être remis par Jean-Marie Dugas, nouveau directeur à Paris de Radio-Canada, et Gérard Emery, directeur de Télé Monte-Carlo. Alexandre et Alain. Dommage. C'est à vous que revient cette récompense, qui se chiffre par un montant de 20 000 francs français. Vous avez porté dignement et avec humour les couleurs de la Suisse romande. On vous en félicite. Vous avez aussi su nous montrer par les formes nouvelles de la fiction et du clip autant les êtres que les choses. Nous vous félicitons et bonne suite à vous. Bravo, en effet, cette distinction vous a été attribuée sur proposition du rédacteur en chef du RAID sur le terrain, Didier Régnier, qui a trouvé auprès de vous tout le temps disponibilité et bonne humeur pour participer aux prises du vu. C'est pas vrai? Est-ce qu'on peut l'appeler sur le... Ah, très volontiers. Alors, Didier Régnier, ont-ils fait preuve vraiment de disponibilité et de bonne humeur pour participer à ces prises de vue, préparant chaque fois l'étape suivante? Oui, de disponibilité, oui, de bonne humeur. Non, ils ont été très bien, et c'est vrai que l'équipage suisse m'a beaucoup aidé pour la réalisation du récit étape. C'est un gros travail parce qu'il y a beaucoup de synthèse à faire sur la vie de tous les équipages en une semaine, et ils ont été en tout point remarquables. On les remercie encore, bravo. Enfin, un prix spécial, c'est pas pour vous. Un prix spécial est décerné par la prévention routière. Il récompense l'équipe qui s'est révélée la plus soigneuse dans l'entretien de la voiture qui lui était confiée. Il est remis par M. Daniel Ernst, directeur de la prévention routière. Il s'agit d'un équipage que l'on n'entendait peut-être pas sur ce critère. C'est celui des filles de Monte-Carlo, de Télé Monte-Carlo, puisque c'est ainsi qu'on les appelle. Alors, je les embrasse. Voilà. Si vous le permettez, le jury, Christine et Guylaine, ce sont des fleurs sans épines, je vous assure. Je voudrais rajouter que tout à l'heure, votre appel n'est pas passé inaperçu lorsque vous avez signalé que vous étiez prête à trouver un employeur qui voudrait bien de vous. C'est en partie fait grâce à ce prix, puisqu'on vous donnera l'occasion de faire très prochainement un nouveau grand reportage, mais en utilisant non pas votre caméra, mais une plume, pour un magazine écrit qui s'appelle Automoto, et dans lequel, au mois de septembre, on aura le plaisir de lire un nouveau reportage de l'équipage de Télé Monte-Carlo. Jacques-Antoine, qui est l'inventeur du raid, après l'avoir été de la course autour du monde, je crois que c'est à lui de tirer la conclusion de cette épreuve. Oui. Alors, la caméra est là, les raiders sont là. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, je m'adresse à la caméra, mais c'est à eux que j'aurais voulu parler pourtant. Bon, je suppose que vous ne vous prenez pas pour Jacques Cartier, ni Champlain, ni Magellan. Mais enfin, quand même, ce que vous avez fait, personne ne l'avait fait avant vous. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était quand même ce qu'on avait dit au départ. Vous êtes les premiers hommes et femmes à avoir fait un périple comme celui-là. Et vous l'avez bien fait. C'est parce que vous l'avez bien fait, d'ailleurs, que les télévisions francophones qui étaient réunies hier à Québec, d'où j'arrive à l'instant, ont décidé qu'il y aurait à nouveau un raid en 1986. Ça ne sera pas le raid Le Cap-Terre de Feu, ça sera le raid Paris-Québec. Alors, si vous regardez sur la carte, vous serez sans doute surpris de voir que l'on puisse faire un raid automobile Paris-Québec. C'est complètement fou,
mais pas plus fou que le Cap Terre de Feu. De toute façon, s'il a lieu, c'est grâce à vous, parce que si cette émission avait été ratée, on n'aurait pas fait de raid Paris-Québec. Donc, c'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est tout. Jacques-Antoine, avant que nous nous séparions, je voudrais quand même que l'on parle de tous ceux qui sont restés dans l'ombre pendant 8 mois. Une émission de télévision, ce n'est que rarement les gens qui sont sur le devant de la scène, mais c'est surtout tous ceux qui sont autour de nous et qui nous aident et qui travaillent dans l'ombre. Alors je voudrais appeler quand même ceux que l'on n'a jamais vus pendant ces 8 mois de raid et qui ont tellement contribué à sa réussite. Alors, l'attaché de presse, tout d'abord, Michel Cassius, notre ami Claude Hardy pour les relations publiques et commerciales. Et puis venez, parce qu'il y en a beaucoup, Noël Bourgeon qui s'est occupé de toutes les relations extérieures également. Pierre Ballian, les avant-courriers, vous les avez aperçus un petit peu. Pierre God, le monteur Bernard Sazia, quel travail, nous en avons parlé tout à l'heure. Patrick Croix, chargé de production, un grand travail. Et puis Arnaud Blin, le deuxième monteur, travail remarquable aussi. Marie-Thérèse Medina, celle qui obtient un visa plus vite que son ombre. Et Nathalie Ducrot, qui a fait beaucoup de travail également. Voilà, j'en oublie, c'est sûr, et qu'il veuille bien me pardonner. Voilà donc toute cette équipe que vous n'avez pas vue. Et Jean-Claude Vauquer pour l'image, et Jean-Claude Frédier pour le son, et Richard Prévost également. Et j'en oublie, qu'il veuille bien me pardonner. Cette émission est malheureusement terminée, mais je suis sûr qu'il y en aura d'autres. Alors, un de ces jours, j'allais oublier le plus important, Jean-Michel Boussaguet, notre réalisateur. Jean-Michel Boussaguet, que nous avons eu en liaison, sans canne, que nous avons eu en liaison. C'était toujours le moment le plus émouvant lorsque nous ouvrions l'antenne à l'autre bout du monde. C'était de savoir si nous allions avoir Paris. Et il faut saluer là aussi le travail des télécommunications, car cela paraît comme ça facile, mais avoir une liaison chaque semaine pendant pratiquement 8 mois de tous les coins du monde, Chine y compris, Inde et surtout tout en bas de l'Amérique latine, ce n'est pas si facile que cela. Alors merci à vous tous, car c'est vous qui avez contribué à la réussite du Grand Raid, et à bientôt pour la suite, nous espérons.